Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure consacrée à la scolarité de vos enfants, avec à chaque fois une thématique forte et des initiatives, que ce soit sur le plan local ou national, toujours avec Alix Nguyen. Salut Alix. Salut Patrice. Le sommaire de cette nouvelle émission, vous êtes de plus en plus nombreux, et oui, ce n'est pas un secret à partir étudier au Québec. Pourquoi un tel choix? Quelle offre éducative sur place? Comment s'inscrire? Est-ce que c'est cher? Est-ce qu'il y a des bourses à disposition? Oui ou non? On répond, ne vous inquiétez pas, à toutes ces questions dans un instant. Le Canada, c'est paysages splendides, magnifiques, une qualité de vie classée parmi les meilleures du monde, c'est vrai, une mentalité positive et un environnement, somme toute, tranquille. Bref, ça fait rêver. À quoi ressemble la vie là-bas, en Amérique du Nord? Élément de réponse dans un instant. Et puis, comme d'habitude, Alix sort sa loupe et on parle de la difficulté crise oblige pour les jeunes Français de se loger à Montréal. Dans vos yeux, je croyais que vous avez perdu. Vous étiez déjà, je vous voyais déjà voyager là. Je vous voyais déjà dans les rues de Montréal, ma chère Alix. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Allez, on y va. Et l'expression Waltz avec Michel Glémaud. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup. Je vais essayer de prendre l'accent. Je suis très mauvais en accent. J'ai évité. Directrice générale du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Montréal, c'est combien d'étudiants? À l'Université de Montréal, 67 000 étudiants sur le campus. 67 000. Allez, tout va bien. Tout petit. Bonjour Jonathan, tout petit. Jonathan Castex, français? Oui, français d'origine, montréalais de cœur depuis 11 ans. Oui, j'allais dire montréalais de cœur d'adoption depuis un petit moment. On l'entend même à l'accent, ancien élève de l'Université de Montréal. Oui. Vous l'avez jamais quitté, pour ainsi dire. Vous êtes coordinateur d'équipe au sein du service de l'admission et du recrutement de cette université qui compte donc 67 000 étudiants. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelle est la philosophie, même dès tout petit, la philosophie de l'éducation à Montréal et plus généralement au Québec? Si vous avez une philosophie à part là-bas au Canada? Je pense que oui. On a une philosophie où on marie beaucoup la théorie et la pratique. Dès le jeune âge, on est vraiment dans cette logique et ça s'accentue davantage quand on arrive à l'université. Alors, c'est ce qui nous permet peut-être de nous distinguer dans le monde francophone, si je me peux dire ainsi. J'adore cet accent. Jonathan, toi qui as connu le meilleur de deux mondes, si je puis dire, et oui, qui a effectivement adopté la vie outre-Atlantique, qu'est-ce qui t'a séduit là-bas, justement, en termes de mentalité, de philosophie? C'est un petit peu comme le disait Michel, c'est vraiment ça, là, c'est le côté pratique en particulier. Moi, j'ai fait un diplôme en histoire, donc on s'entend, à l'origine, on se dit c'est très théorique, et pourtant, il y a beaucoup de stages, il y a beaucoup d'activités pratiques dans les musées, dans les institutions, etc. Donc, c'est vraiment cette approche qui m'intéressait à avoir, oui, à prendre des connaissances théoriques fondamentales, mais également à faire de la recherche plus poussée, puis j'ai passé 6 mois de ma vie en Grèce, là, grâce à l'Université de Montréal. Wow. Donc, oui, j'ai été chanceux de ce côté-là. Donc, c'est vraiment cette approche-là qui était intéressante. Puis, il y a également une approche qui est d'accompagnement des professeurs. Je pense que les professeurs sont vus comme une aide essentielle pour les étudiants, puis ils sont vraiment là pour favoriser leur réussite. Là, même à l'université, on a pourtant des grands chercheurs, mais ils sont là toujours pour accompagner. Puis j'aime cet accueil chaleureux, cette bienveillance, je dirais, dans les études et la réussite. Toi, tu es arrivé là-bas à quel âge? J'avais 19-20 ans. 19-20 ans, et on ne l'a plus jamais revu en France. Le sud-ouest de la France. Ah non, il revient de temps en temps. On va voir la famille, quand même. C'est vraiment parce qu'il y a la famille. Alix. Et ce serait quoi, pour vous, la différence entre le système à l'université français et à Montréal, par exemple, au Canada, au Québec? C'est très difficile. Je ne vais pas parler pour les universités françaises. J'ai fait qu'une année, en fait, dans une université française dans ma jeunesse, là, entre la fin du lycée puis avant de choisir d'émigrer. Mais c'est beaucoup, ce que j'aime à l'université, c'est le choix des cours. C'est surtout ça. Je ne voulais pas un programme où on me dit en première année... C'est à la carte? Des cours à la carte, exactement. Je voulais pas qu'on me dise en première année tu vas faire ça, en deuxième année tu vas faire ça, en troisième année tu vas faire ça. Il y a quand même une base, un tronc commun. Exactement. En première année, en fait, il y a des cours obligatoires, évidemment, parce qu'il faut s'assurer quand même que tous les étudiants d'une cohorte aient les mêmes connaissances. Mais en deuxième et troisième année, c'est nous qui choisissons nos cours en fonction de la spécialité qu'on veut donner à notre diplôme, en fonction de nos centres d'intérêt. Et j'ai l'impression que c'est le niveau d'encadrement aussi. On est peut-être un peu plus livré à nous-mêmes dans une faculté classique française que... Oui, tout tout à fait. Absolument. Oui. Il
pour ne pas dire seul au monde. Ben, c'est pas un mythe. Dès le premier cours, ça m'avait vraiment frappé. À mon tout premier cours, les professeurs arrivent, ils donnent le plan de cours. Donc déjà, on sait exactement ce qu'on va faire. Puis il y a l'email, il dit venez me voir le mardi de 13 à 17. Je suis dans mon Ils vous bureau, identifient etc. tous à la fin. Exactement. Donc bon, après évidemment, les premiers cours dans certains programmes sont quand même, il y a un plus grand nombre d'étudiants, mais plus on avance dans les années, plus ça devient des plus petites classes, des plus petites cohortes. On ne veut pas des amphis de 500 personnes. Donc il y a une proximité avec les autres étudiants, puis également avec les enseignants. Puis c'est ce qui m'a beaucoup plu. Je pense qu'il m'a permis de persévérer, même de continuer au cycle supérieur, parce que c'est mes professeurs qui m'ont convaincu de continuer au niveau maîtrise master là. Donc c'est ça. Michel Glémaud, aujourd'hui, le système éducatif canadien, il a encore besoin de faire sa pub, comme vous allez le faire aujourd'hui. J'ai quand même l'impression qu'il y a bon nombre de francophones, mais de plus en plus de Français qui sont attirés par votre système éducatif. Tout à fait. Quels sont ces avantages? Il y a plusieurs avantages. Je pense que pour nous, l'idée d'être en France et de faire des activités, puis on est en France, mais on est un peu partout. L'Université de Montréal, de par son positionnement, veut être une université internationale. Alors, dans cette perspective, on est vraiment à la recherche des talents un peu partout. Alors, aujourd'hui, on est ici en France. En novembre, Jonathan était au Maghreb en train de faire des trucs. On est en Afrique, on va en Amérique latine, on va en Asie, on est vraiment un peu partout. Et comment vous arrivez à les convaincre, justement, ces talents? En fait, je pense que la notoriété de l'Université de Montréal nous aide énormément. On est quand même, quand on regarde les rankings des meilleures universités au monde, dans les universités francophones, on se classe parmi les 5 meilleures universités francophones. Au Canada, on est parmi les 5 meilleures universités au Canada. Alors, tout ça nous permet justement d'attirer ces talents. Et c'est ce que nos facultés s'attendent à avoir dans les classes, d'avoir des cerveaux qui sont stimulés par la recherche, stimulés par les connaissances, qui ont envie de construire une connaissance qui va être une connaissance circulaire. On n'est plus, comme Jonathan le dit, on n'est pas du tout dans une logique où le professeur arrive avec le savoir et il va injecter le savoir à ses étudiants. Bien au contraire, on est conscient, exactement, on est conscient que c'est la jeunesse on est en train de former la jeunesse de demain qui éventuellement vont prendre les bonnes décisions pour nous. Et il faut les stimuler, il faut les amener à réfléchir, à se poser des questions en lien avec les différentes thématiques les différentes disciplines académiques dans lesquelles on enseigne. Je vais voler la question d'Alix, parce que tout ça, on a bien compris. Vous allez piocher les talents, vous allez les repérer, en tout cas les spotter, les scouter, si je puis dire, et leur faire comprendre que oui, c'est possible, vous pouvez aller étudier au Canada, mais comment on fait? Comment on fait? Il y a pas mal d'étapes, j'imagine. Quel est le processus, justement, pour pouvoir étudier à vos côtés? Et est-ce que c'est cher? Oui. Alors, on parlera un peu des sous tantôt. Oui, parce que, pardon de vous couper, mais ouais. On a toujours en tête, c'est peut-être ça qui parfois joue en votre défaveur, on a aussi parfois, même très souvent, l'image des universités américaines qui, elles, sont très chères. C'est pas le cas chez vous. Non, c'est pas le cas. C'est pas seulement c'est pas le cas à l'Université de Montréal, mais en fait, c'est pas le cas au Québec. Parce qu'il y a une entente France-Québec qui fait en sorte que les frais de scolarité sont beaucoup moins chers. Alors, on parle à peu près de 8 000 $ canadiens, qui est à peu près 6 500 € à peu près, Jonathan? Mais... comme une école de commerce en France, quoi. Hein. Exactement. Mais c'est pas 50 000 $ l'année, quoi. Non, pas du tout. Voilà. Pas du tout. Vous comptez 8 000 € l'année à l'Université de Montréal. Donc, c'est sûr, des bourses à la clé ou des prêts. Exactement. Ça s'imagine. Alors, c'est tout à fait accessible à des étudiants qui veulent venir. Parce que, comme Jonathan le dit, si on va dans une école, dans une grande école en France, ça coûte beaucoup plus cher. Et est-ce qu'il faut passer le TOEFL? Non, parce qu'on est une université francophone. Ouais. Alors, à partir du moment où la personne a une scolarité en français... À partir du moment où la personne a une scolarité en français, on n'a pas besoin d'avoir des tests de langue. On en reviendra parce que je pense qu'un élément qui attire énormément les étudiants français à Montréal en particulier, c'est le bilinguisme de la ville. En fait, on est une université francophone dans une ville bilingue, dans une ville multilingue, et il est évident que quand les gens viennent étudier chez nous, très souvent, les jeunes Français vont repartir avec une connaissance de la langue anglaise. Alors, il y a cette espèce d'arrimage qui est très intéressant. C'est ce qui oui, pardon. Pour revenir au processus, l'avantage, c'est que, étant donné que ça fait longtemps
qu'on est présent en France. On connaît excessivement bien le système, bien que vous ayez fait cette réforme qui nous a un peu complexifié la tâche. Ouais, on je aimait sais. bien les bacs S, ES et L. Moi aussi, j'aimais bien. Mais on s'est adapté. On a pris le temps de faire une analyse en profondeur de la réforme et ça nous a permis de préciser à chacun des étudiants, parce qu'on a quand même un cursus très élaboré. On a 600 programmes à l'Université de Montréal. Wow. Alors, pour chacun des parcours, il fallait qu'on s'assure de voir quel était le bon chemin que l'étudiant devait faire au niveau du bac français pour pouvoir intégrer l'Université de Montréal. Alors, cet exercice, il a été fait et on a développé des outils qui permettent aux étudiants français, directement sur notre site Internet, d'identifier le parcours, c'est quoi les spécialisations qu'il faut avoir en première, c'est quoi les spécialisations en terminale, pour éventuellement rentrer dans le cadre de nos programmes. C'est-à-dire qu'il faut s'y prendre combien de temps à l'avance? En général, les étudiants très sérieux, je pense qu'à la fin de seconde, ils sont en train d'y C'est réfléchir. ça le message, quoi. Souvent, Première terminale, tu sais déjà. Ouais. Souvent. Et à partir de la première, ils ont quand même déjà identifié. Donc là, typiquement, un élève de terminale qui vous entend et qui voudrait s'inscrire pour la rentrée prochaine de septembre, c'est trop tard. C'est pas obligatoirement trop tard parce que, dépendamment des cursus qu'il aurait fait, en général, comme je le précisais, avec l'outil bac à bac, il va pouvoir évaluer s'il a bel et bien les compétences requises pour entrer dans certains programmes, parce qu'on est quand même sur sélection de dossiers. Alors, nous, on va regarder certains critères. Si par hasard, cette personne n'aurait pas tout ce qu'il faut, on a également des parcours un peu style prépa pour leur permettre d'avoir toutes les connaissances nécessaires pour entrer dans les bons parcours académiques. Quelles étapes cruciales, d'après toi, quand tu l'as fait il y a une dizaine d'années, Jonathan, et tu as identifié justement, et toi, tu t'y étais pris combien de temps à l'avance? Moi, je m'y étais pris, généralement, c'est particulier, j'ai commencé à l'hiver en janvier parce qu'on a 2 rentrées possibles. Donc, je m'y étais pris au printemps ou au début de l'été, là, pour pouvoir déposer une demande. Mais généralement, pour la rentrée de septembre, on dit toujours l'automne, c'est le bon moment. Là, au mois d'octobre, ils sont prêts, ils commencent. C'est pour ça qu'on arrive au mois d'octobre, généralement, pour les accompagner dans nos activités internationales. Mais octobre, novembre, décembre, c'est vraiment à ce moment-là. Puis janvier, vous avez Parcoursup qui ouvre. Puis nous, c'est le dernier mois où on dit, en plus de ça, pourquoi ne pas envisager des études? Puis on fait exprès, on a la date du 1er février qui est la date limite pour nous, pour que les étudiants internationaux appliquent, parce qu'après, il y a les démarches d'immigration, etc. Donc ça leur laisse largement le temps des autres processus. Mais c'est ça, là, on est en plein dedans. Là. Est-ce que la fleur qui est faite spécifiquement aux étudiants français, c'est une façon de préserver la langue française? Parce que j'ai cru comprendre que c'était une problématique en ce moment au Québec. Tout à fait. On est tout petit, hein? On est un petit peuple qui parle français en Amérique. Alors, pour nous, il y a vraiment une préoccupation de conserver la langue française et de faire rayonner la langue française. Alors, c'est pour ça qu'on a cette espèce de manie de tout franciser. Un major, c'est un majeur, c'est une majeure. Alors, on est vraiment dans cette logique de francisation pour conserver la langue française. Et le gouvernement actuel est très pro francophonie. Alors, oui, inévitablement, c'est pour ça que l'accord France-Québec existe et également l'accord pour la Belge francophone et le Québec existe également. Comment on peut faire financer ces études? Parce qu'on l'a dit, ça a un certain coût, bien moins que les études aux États-Unis. Mais est-ce que, justement, les talents que vous avez repérés, un petit peu partout dans le monde, ils peuvent avoir justement des programmes pour être financés? Il n'y a pas de programme de bourse en tant que tel à l'Université de Montréal parce que déjà les frais de scolarité sont un peu moins élevés parce que pour un étudiant qui n'aurait pas la citoyenneté française, on parle de frais de scolarité autour de 21 000 $ canadiens, 15 000 € à peu près. D'accord. Alors déjà, il y a quand même un écart important avec l'entente France-Québec. Il n'y a pas de bourse à l'entrée. Mais une fois que les étudiants sont sur le campus, il y a des bourses d'excellence, des bourses de mérite. Alors, si un étudiant a un très bon dossier académique, il peut en effet avoir des bourses. L'autre élément également qui peut aider en termes de financement, c'est qu'en ayant un visa étudiant, la personne peut travailler sur le campus et peut travailler hors campus. Alors, un étudiant peut travailler jusqu'à 20 heures
par semaine. Ce qui est vraiment une façon de financer, peut-être pas tous les frais de scolarité, tous les frais d'hébergement, mais qui quand même lui permet de financer une partie et ça lui permet également d'acquérir une belle expérience de travail. Et au Québec, on est en pénurie de main-d'œuvre dans tous les secteurs. Alors, l'emploi est en force. Il n'y a vraiment pas, il y a pas de souci pour pouvoir se trouver un emploi. COVID? Non, ça fait un bout. Ça fait un bout qu'au niveau de l'emploi, on a vraiment un boom. Ouais. Parce que la population est vieillissante? La population est vieillissante. Je pense que le positionnement également de Montréal dans plusieurs secteurs fait en sorte que on attire beaucoup d'entreprises et il y a un besoin criant de main-d'œuvre. Puis, entre autres, dans les domaines touristiques, on le voit, Montréal est en croissance. Alors que ce soit dans les restaurants ou dans des boutiques ou tout, il y a quand même beaucoup d'emplois. Puis le salaire, il est quand même tout à fait attirant. Attractif. C'est quoi la vie à Montréal? Oh là là. Est-ce que ça joue aussi beaucoup? Ça joue aussi beaucoup. En 3 minutes. Est-ce que ça joue aussi beaucoup, effectivement, dans la décision des étudiants français de partir étudier là-bas? Ah oui, je pense que oui, parce que Montréal, on dit souvent on est l'université de Montréal, puis on en est fiers parce qu'il y a l'université, mais il y a la ville de Montréal. On est souvent, chaque année, là, parmi les meilleures villes étudiantes au monde, là, parce que c'est une ville qui est jeune, une ville qui est dynamique, parce qu'il y a également plusieurs universités, donc il y a beaucoup de festivals, il y a beaucoup, puis on parlait aussi bien toutes les saisons, là. On vit l'hiver, on vit l'automne, on vit l'été. Et comment on survit à l'hiver, justement? Regarde, t'as la réponse, Alix. Ils sont venus sur notre plateau. Ils sont venus sur notre plateau à Paris. Voilà. Mais on ne survit pas, puis je suis originaire du sud de la France, donc je peux en parler, là. Mais vraiment, c'est sûr que le premier hiver, faut s'adapter, mais généralement, sincèrement, on se couvre bien, mais il y a tellement d'activités, il y a tellement... Oui, tout est fait pour. Tout est fait pour, parce que sinon, ça arrêterait de vivre durant l'hiver, là, alors qu'il y a même, quand je suis arrivé en janvier, à la fin janvier, il y a Igloo Fest, qui est un festival sur les berges du Saint-Laurent, où on profite, on vit, il fait quand même moins 10, moins 15 ou plus, là, puis il y a quand même vraiment ce dynamisme, cette envie de... Puis même, on a beaucoup de pubs, beaucoup de restaurants, c'est vraiment une ville agréable à vivre en tant qu'étudiant. Puis même, je ne l'ai jamais quitté, je suis fier montréalais là, depuis 11 ans, donc puis je pense que je vais continuer à y vivre. Là. Mais vraiment, elle a beaucoup à offrir, cette ville, même culturellement, on a beaucoup de musées, etc. Il y en a pour tous les goûts. Là. Puis les infrastructures sont faites en conséquence. Juste sur le campus, on a 3 stations de métro. Moi, ça me donne envie de vivre. Alors, 67 000 étudiants, le campus. Bien sûr. Alors, les infrastructures sont faites pour résister. Exactement. Les routes sont tout de suite... Absolument. Oui. Et puis c'est un vrai campus, on a des campus en France, mais ça n'a rien à voir. Non, c'est vraiment un vrai campus à l'américaine. C'est une ville. C'est une ville. On a la chance en plus d'être sur la montagne. On a des services de santé, on a même un petit dépanneur, une petite épicerie pour nos étudiants qui sont dans les résidences, on a nos propres résidences universitaires, on a vraiment une ville dans la ville, on a tous les services possibles pour nos étudiants à l'année. Directement sur le campus. Vous parlez, Jonathan, de résidence universitaire, ça tombe bien, on va parler logement sans plus tarder avec la loupe d'Alix. Car oui, ma chère Alix, c'est au Québec pas facile pour les étudiants de se loger. Et non, selon les données du Bureau de coopération interuniversitaire, un organisme canadien, les inscriptions au Québec ont connu une augmentation de 10% entre 2021 et 2022. Sur une période de 10 ans, le Canada a enregistré l'une des plus fortes hausses du nombre d'étudiants étrangers dans le monde. Or, depuis la pandémie, les loyers à Montréal ont grimpé de 20%, facteur auquel s'ajoute la pénurie de logements disponibles qui affecte d'ailleurs aussi les jeunes Montréalais. Salut, c'est Gabriel Nadeau-Dubois. Aujourd'hui, je m'en vais rencontrer des étudiants et des étudiantes. On va jaser de la rentrée et surtout du coût de la rentrée. Comment se passe la rentrée? Ça se passe bien. Il y a de la vie ici, c'est le fun. Ton appartement? Oui. Oui? Non, j'habite avec mes parents. Chanceux, comment ça se passe le loyer? Moi, j'ai changé de loyer là, en juillet, puis c'était vraiment difficile à trouver. C'est 500, séparé en deux, fait que c'est 1000 par mois. Moi, je suis pas bien plus que vous autres, puis quand je rentrais à l'université, ça me coûtait 500 $ pour l'appartement complet. Ben, justement, hier, on a eu des intégrations en génie, puis on a fait une tournée d'appart avec bien arrosé. Non, ça se peut pas, impossible. Puis on a vu justement que c'était pas des apparts haut de gamme. Là. Non. Fait que pas sûr que ça reflète un peu de l'argent qui est derrière ça. Là.
Et le phénomène est tel que selon l'unité du travail pour l'implantation de logements étudiants, un autre organisme local, une surpopulation de logements est observée. Certains étudiants sont même contraints d'abandonner des projets d'études par manque de logement. Cette crise de logement touche l'ensemble du pays. Le ministre fédéral du logement, Sean Fraser, a même envisagé de plafonner le nombre de visas octroyés aux étudiants étrangers pour atténuer le problème de pénurie de logement. Proposition contre laquelle les dirigeants d'universités et quelques membres du gouvernement se sont insurgés. Et pour cause, Le Monde rapporte qu'à l'exception des Français et des Belges au Québec, les étudiants paient jusqu'à 5 fois plus cher leurs frais de scolarité que les étudiants canadiens. C'est d'ailleurs dans ce contexte que le Premier ministre canadien Justin Trudeau a engagé un plan d'immigration visant à accueillir jusqu'à 500 000 nouveaux immigrants par an entre 2022 et 2025. En 2018, les étudiants étrangers ont contribué à hauteur de 14,7 milliards d'euros du PIB du Canada. Est-ce que l'Université de Montréal prend des mesures pour aider les étudiants à trouver des logements et faire face à la crise? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est vrai qu'on vit présentement une crise du logement pour l'ensemble de la population de Montréal et du Québec. Sur le campus, on a des résidences, mais ça ne peut pas combler l'ensemble des besoins pour les étudiants. On est justement, juste avant les vacances, on a eu une rencontre avec les collègues des services à la vie étudiante où on est en train de réfléchir à cette question, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter. Et ça passerait par quoi? Par créer d'autres infrastructures ou... C'est sûr que créer des infrastructures, c'est toujours très coûteux et ça prend toujours beaucoup de temps avant qu'on puisse y arriver. Je pense que l'important, c'est de travailler sur des éléments d'information, de s'assurer que les étudiants ont la bonne information pour pouvoir trouver les bons lieux où ils peuvent être hébergés. Aussi qu'ils puissent trouver les façons de faire de la colocation, parce qu'en fait, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Même autour de notre campus, au-delà des résidences, il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent en colocation. Alors, comment qu'on peut faciliter comment ils peuvent s'informer, justement, pour ceux qui nous regardent? Exactement. Nous, à l'Université de Montréal, on a un groupe, une fois que les étudiants sont admis, on les admet dans un groupe VIP d'information qui s'appelle UDM+1. Et dans ce groupe, on amène les étudiants à échanger entre eux. Puis bien sûr qu'on est là pour modérer cette conversation, pour les permettre de prendre contact l'un et l'autre et éventuellement trouver des pistes de solutions par rapport à cette crise du logement. Mais on en est vraiment conscient. Puis justement, je ne sais plus trop, mais je sais que j'ai vu à mon agenda qu'on avait une réunion sur cette cellule de logement pour identifier des pistes de solutions. Alors, on en est très conscient. On veut y travailler. On veut trouver des mécanismes, trouver des solutions pour les jeunes. Plus généralement, tous les deux, vous les trouvez dans quel état d'esprit, les étudiants, en ce moment, les étudiants québécois, je veux dire canadiens, québécois? Parce qu'en France, c'est un petit peu compliqué. L'avenir... Au Québec, ça se passe comment? Vous les trouvez comment? Au Québec, pour les étudiants québécois, c'est sûr qu'il y a un avantage, c'est qu'au Québec, je dis toujours, c'est toujours le verre à moitié plein. Là. Donc, c'est sûr que oui, il y a des enjeux. Oui, ils sont positifs. C'est ça, ils restent positifs. Oui, c'est important, ça. On ne vit pas dans un vase clos. On sait que le monde vit des situations qui sont complexes. Sur le plan géopolitique, notamment, ou économique, bien sûr. Exactement. Dès qu'on lit les journaux, comment ne pas être des fois un peu anxieux là, par rapport à tout ça, même les enjeux climatiques et autres. Mais c'est vrai que généralement, et Michel pourra sûrement compléter ou s'il dit, mais il y a cette volonté de se retrousser les manches. On voit la jeunesse là qui a envie d'avoir un impact concret sur le monde de demain, qui n'est pas fataliste, qui met OK, voici comment je vais faire des études, voici comment je vais essayer d'apporter... C'est pas genre je vais faire de la recherche dans mon coin. C'est comment aujourd'hui je peux apporter ma pierre. C'est vraiment des citoyens activistes, je pense, les nouvelles générations. Activistes, c'est solidaire. Et ça fait un clin d'œil à Gabriel Nadeau-Dubois que vous aviez tantôt. C'est un jeune leader. Je veux dire, c'est un
un chef de parti politique. Alors, on est vraiment dans cette jeunesse qui veut trouver sa place, qui veut prendre sa place, qui veut aller, qui est très intéressé par les études universitaires dans la logique de dire, éventuellement, on va être les leaders et on veut faire les choses différemment. Puis c'est tout à leur honneur de vouloir prendre cette place. Je parlais avec quelqu'un, je me dis, aux États-Unis, on regarde la campagne politique présentement, puis c'est des personnes beaucoup plus âgées qui se présentent, et tandis que nous... Donald Trump et Joe Biden? Non! À peine! Je ne veux pas me lancer dans la politique américaine, mais on voit que nous, au Québec, il y a cette jeunesse qui veut prendre sa place, qui sont présents. Exactement. On a juste regardé, justement, nous, notre premier ministre, il y a ce dynamisme et cette prise de conscience des enjeux sociaux et de s'attaquer à ces enjeux sociaux. Je veux dire, on est conscient qu'il y a une crise du logement. Puis, en même temps, oui, il y a une crise du logement, parce que quand on regarde les grandes villes du monde, cette crise du logement se vit partout. Ouais. Mais nous, on prend la décision de s'y attaquer et d'essayer de trouver des solutions parce qu'on croit dans un monde solidaire, on croit dans un monde où il y a une certaine équité et on va y travailler. On ne les trouvera pas demain matin, les solutions, mais au moins on les met, les sujets sur la table et on y travaille. Et on met le plan en action. Quelle est la place du numérique dans vos enseignements là-bas à Montréal? Est-ce que la place du numérique est importante? Tout à fait. Ou est-ce que c'est tellement intégré depuis longtemps que vous y faites plus attention, je ne sais pas. Non, je pense qu'on est dans un monde qui est tellement en transformation avec l'intelligence artificielle et comme vous le savez peut-être, Joshua Bengio, qui est un des pères de l'intelligence artificielle, est à l'Université de Montréal. C'est un de nos grands chercheurs. Je ne savais pas. Alors, inévitablement, l'intelligence artificielle, l'impact de l'intelligence artificielle dans nos disciplines. Gardez vos professeurs quand même, attention. Hein. Regardez, ça m'étonnerait. Avec l'intelligence artificielle, on ne sait jamais. Hein. Non, mais... Dites-lui doucement. Non, mais je pense que les profs vont toujours avoir leur place. Je pense qu'apprendre exige une relation relationnelle. De l'humain. Exige de l'humain. Il faut avoir une place. On garde la directrice, s'il vous plaît. On garde la directrice. De l'humain, s'il vous plaît. Il faut un côté numérique, inévitablement, mais il faut également un côté humain. Apprendre, c'est émotif, hein? Le numérique, ça reste un outil. Je pense qu'il faut juste s'en servir correctement. Donc, je ne pense pas que ça remplacera les professeurs et le relationnel, mais c'est sûr que ça va être quelque chose qui va peut-être nous permettre d'aller plus loin dans les connaissances puis dans l'apprentissage, mais ça reste un outil et non pas un remplacement de professeur. Ça donne envie, tout ça, d'abandonner son travail, d'aller reprendre un peu ses études. Je l'ai fait il y a 5 ans. Je l'ai fait il y a 5 ans en Chine. Ça me dit, pourquoi pas le Québec. Alix? Non, je ne savais pas. Je suis chez... Ah, que j'ai fait la Chine? Oui, j'ai fait. C'est pas comme le Québec, mais c'est sympa aussi. Mais on en parlera plus tard. Non, je me demandais, il y a un suivi personnalisé pour chaque étudiant étranger, une fois qu'il arrive, pour l'aider à s'installer, prendre ses marques. Est-ce qu'il y a des groupes auxquels il peut se référer pour s'aiguiller dans la ville, parce que ça doit donner un peu le vertige quand même d'arriver à Montréal. Je vous dirais que c'est une de nos grandes forces à l'Université de Montréal. L'accompagnement est un élément clé pour nous. Ce qu'on veut à l'Université de Montréal, c'est attirer le bon étudiant pour le bon programme. On n'est pas dans une logique d'attraction à tout prix. On veut être capable d'accompagner la personne à faire les bons choix. Et on est conscient qu'en particulier, les jeunes qui viennent du lycée, on a 15, 16, 17 ans, c'est difficile de même se projeter dans ce qu'on a envie de faire. Je veux dire, entre la personne que j'étais à 16 ans et la personne que je suis aujourd'hui, il y a tout un parcours qui s'est réalisé et la vie que je vis aujourd'hui, je n'aurais pas pu l'imaginer à 16 ans. Alors, on en est très conscient et c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément que de réfléchir sur comment accompagner les étudiants. Et je vous dirais même qu'on le commence avant même la fin du lycée. Entre autres, on a des activités qu'on réalise pendant l'été, des écoles d'été, pour des jeunes de première qui viennent se poser des questions sur moi, j'ai beaucoup d'intérêt dans les sciences, mais vers quelle carrière je devrais me diriger automatiquement dans les sciences? Et parfois, les parents, en tant que parents, on a tendance à se référer à ce qu'on connaît.
Et pourtant, le monde a énormément changé. Il y a des domaines de recherche, des domaines d'expertise qui se sont manifestés en immunologie. Je veux dire, avec ce qu'on vient de vivre, la COVID et la tragédie qu'on a vécue, ben, c'est une chance qu'on avait des chercheurs en immunologie parce que les médecins tout seuls n'auraient pas pu nous sauver de ce phénomène. Alors, on est beaucoup dans l'accompagnement avant même l'arrivée sur le campus, mais en effet, quand ils arrivent sur le campus, ils ont vraiment un accompagnement très, très personnalisé. Dès l'aéroport, il y a un accueil qui va se faire. Il y a des semaines d'accueil où il y a plusieurs activités qui vont se mettre en branle sur le campus pour leur permettre de prendre conscience de qu'est-ce qui existe sur le campus pour qu'ils se sentent vraiment chez eux dès qu'ils arrivent et pendant tout le séjour jusqu'à la diplomation. Mais même, si je peux rajouter, même dès qu'ils sont admis, en fait, quand là, ils sont en train de recevoir leurs offres en ce moment, il y a peut-être des personnes qui nous regardent qui sont admis à l'Université de Montréal, puis vraiment, on communique avec eux presque de maintenant jusqu'en septembre, puis on revient même sur le territoire, on revient même dans certains pays pour les rassurer, pour leur expliquer les prochaines étapes, pour parler aux parents, pour célébrer avec eux, évidemment, l'admission. Donc, ils ne sont jamais laissés là dans un flou, puis généralement, le but, c'est que quand ils arrivent en septembre, ils se sentent chez eux, puis ils puissent profiter de l'université, qu'ils aient presque plus besoin de nous. On a fait notre travail, puis ils profitent, mais on a développé une expertise, on a 10 000 étudiants internationaux là sur notre campus, on a développé une expertise vraiment d'accompagnement et d'aide, puis c'est une des forces de notre équipe là, de vraiment répondre à tous les besoins jusqu'à leur arrivée quelques mois plus tard. Vous les prenez jusqu'à quel âge? À 45 ans, vous les prenez ou pas? Il n'y a pas de souci. On peut faire une petite taille, il n'y a pas d'âge pour apprendre. C'est cool, je crois qu'Alix aussi est intéressé. Merci infiniment à tous les deux. Merci d'avoir pris le temps d'être venus nous voir pour nous parler de votre fabuleuse université, de votre offre pédagogique qui est pour le moins pléthorique. Jonathan Castex, il y a un lien de parenté avec Jean ou pas? Non, pas que je sache. Ah, ça faisait longtemps qu'on ne vous l'avait pas faite, celle-là. Pas de lien de parenté avec Jean Castex. L'ancien Premier ministre et Michel Glémaud, qui est directrice générale du service de l'admission et du recrutement de l'Université de Montréal. Merci infiniment d'être venus nous voir tous les deux. Merci. Alix, on y va bientôt. Ouais, Alix est déjà sur le téléphone. Regarde les prix des billets. Tout va bien. Excellente journée en notre compagnie. Et on se voit très vite. Ciao.